Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir spécial aujourd'hui pour moi d'inviter Emanuele Greco pour 4 conférences, non seulement parce que c'est un très vieil ami, mais aussi parce que c'est un helléniste comme je l'aime, qui connaît aussi les choses romaines. Ça, c'est très bien. Ça suffisait pour le recommander ici. Un mot sur sa carrière qui est assez simple. Après ses études, il a commencé à enseigner à l'université de Salerne et puis très rapidement, il a été professeur associé puis ordinaire à l'université orientale de Naples. Et ensuite, en 2000, à partir de 2000, il est directeur de l'école italienne d'archéologie à Athènes. En Italie, il a dirigé un grand nombre de chantiers à Paestum, Sybaris, Laos, et puis en Grèce, en Crète, un chantier à Itanos, et puis à partir d'Athènes, je suppose, à Lemnos, à Héphaïstie. Ces publications très nombreuses, que je vous épargnerai, parlent soit de publications de fouilles, par exemple les 4 volumes de fouilles qu'il a publiés avec le regretté Dinu Theodorescu sur Paestum, 2 volumes sur Laos qui sont sortis récemment en collaboration avec d'autres collègues. Il a fait aussi une histoire de l'urbanisme que vous connaissez peut-être en collaboration avec Mario Torelli, puis l'archéologie de la Grande Grèce qui est traduit en français, que ceux qui ne lisent pas l'italien connaissent peut-être. Et puis, ce que je voudrais dire encore, je passe sur les autres publications que vous pourrez trouver sur son site, c'est qu'il a entrepris à Athènes un projet dont on nous parlera partiellement aujourd'hui, qui est très intéressant et qui intéresse les spécialistes de Rome, parce qu'un peu dans la logique du lexicon topographicum de la ville de Rome, qui reprend tout ce qu'on sait de la topographie antique d'après les textes et d'après les fouilles à Rome, M. Greco a organisé un grand projet sur la topographie de la ville d'Athènes, qui est déjà à son 6e ou 7e fascicule maintenant, et dont, je crois, ce que vous entendrez aujourd'hui est un peu un reflet. Voilà. Il parlera ces 4 semaines 2 fois autour de problèmes de ce type, aujourd'hui Athènes puis Sparte, puis les 2 dernières conférences concernent la colonisation ou Sybaris, je crois, des problèmes d'Italie du Sud notamment. Je tiens tout d'abord à remercier mon ami le professeur Scheid et le Collège de France pour l'honneur qu'ils m'ont accordé avec l'invitation à tenir un cycle de conférences dans une institution assez prestigieuse comme le Collège. Institution que j'ai connue et fréquentée il y a 30 ans pour écouter Jean-Pierre Vernant, dont la leçon et le magistère ont été une sorte d'étoile polaire pour ma génération. Avant de commencer avec la première conférence, je voudrais brièvement présenter le cycle. Mon propos, en tant qu'archéologue classique et surtout archéologue de terrain, les pauvres, les archéologues pauvres sont les archéologues de terrain, sera le tentative d'éclaircir des contextes spatiaux dans un cadre d'interaction entre les données archéologiques et les sources littéraires. Il ne s'agit pas d'un problème nouveau, bien entendu, même si j'ai l'impression qu'il faut insister là-dessus à propos des abus auxquels nous assistons plutôt souvent. Il n'y a pas une méthode à définir ou à découvrir à ce propos, comme l'on sait, au-delà du bon sens qui de temps en temps risque d'être perdu, mais de proposer une série de lectures et de solutions, toujours dans la certitude de procéder par tentative et donc avec la conscience d'attendre des conclusions provisoires. Dans le cadre des intérêts que j'ai eu la chance de cultiver, spécialement l'archéologie de l'espace urbain, de la Grande Grèce, de la Grèce et des rapports entre la ville et son territoire, je voudrais soumettre à votre attention un bilan historiquement orienté de 4 cas d'études. J'insiste sur l'expression bilan historiquement orienté
parce qu'il ne s'agit pas de mettre côte à côte les sources littéraires et les stratigraphies avec les tessons, chose qui recouvre un niveau différent d'évidence, différentes évidences, mais de tenir chaque élément dans son contexte afin de comparer les choses comparables, sans les pasticci combinatori, les pâtés mal assortis, comme le disait notre maître Ettore Lepore. Je choisis de vous présenter les résultats des recherches que j'ai menées récemment sur les places publiques de 2 cités principales de la Grèce, Athènes et Sparte. Après, je vous proposerai 2 conférences sur l'Occident grec, la première sur le débat en cours sur la colonisation et la seconde sur Sybaris, comme l'a dit tout à l'heure John Scheid. Les découvertes archéologiques qui ont été liées à Athènes dans les dernières 30 années permettent de proposer de manière différente l'histoire des espaces publics de la ville. Nous connaissons tous très bien l'agora du Kerameikos, la grande agora célébrée dans les sources et portée à la lumière grâce à l'énorme travail des archéologues américains à partir de 1932 et jusqu'à nos jours, excepté la guerre, bien sûr. Parler de l'agora d'Athènes est aujourd'hui est impossible sans avoir d'abord pris conscience de l'histoire politique diplomatique moderne qui précéda le début des fouilles et accompagna le développement qui suivit. C'est le mérite de Jack Davis, l'ancien directeur de l'école américaine d'Athènes, et de Fogigov Brogan, d'avoir édité l'an dernier une spéciale issue d'Hesperia au titre Philhellénisme, Philanthropie or Political Convenience, American Archaeology in Greece. Un titre intrigant, qui nous permettent de parcourir à nouveau l'histoire compliquée de l'archéologie américaine en Grèce. Pour ce qui concerne l'agora, en outre du beau travail de Niki Saka, une prof grecque qui enseigne à la faculté des sciences politiques à Athènes, il y a 6 ans, dans le volume d'Hesperia, nous trouvons un bel essai d'Amilakis qui lit la fouille de l'agora comme une intersection entre archéologie coloniale et archéologie nationale, à l'origine des choix d'élites minoritaires par rapport à la totalité de la population. L'élite minoritaire, c'est nous, les archéologues et la bourgeoisie. Amilakis nous rappelle qu'environ 40 000 personnes, 40 000 personnes durent quitter leur habitation pour permettre la fouille de la place. Il s'agit d'une prémisse qui me semble juste pour ne pas perdre de vue ce qui a précédé nos aventures archéologiques, qui ne sont pas toujours ingénues, comme nous le savons. Pour en venir au thème plus proprement archéologique, j'ai choisi de partir de cette place pour accomplir une opération à rebours, en essayant de démontrer comment l'agora d'Athènes arrive à être définie à la fin d'un long processus dont j'essaierai d'examiner les différentes étapes. L'expression que j'ai choisie pour illustrer ce phénomène est l'agora du céramique del quartier, et ses prédécesseurs. Ce qui n'évoque pas par hasard le titre que Homer Thompson donna à sa célèbre monographie de 1940 sur la Tholos of Athens and its predecessors. Il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. C'est le fait que l'expression prédécesseur n'est pas anodine. On ne peut pas l'interpréter seulement au pied de la lettre comme ce qui précède, mais sous-entendre une manière de penser, définir l'approche mentale de celui qui accomplit l'exploration, était obligé de se faire une idée de ce qu'il est en train de porter à la lumière et de qu'il doit transformer en une information historique. En partant du point ferme de la connaissance de la dernière phase, l'on choisit d'en attribuer les mêmes fonctions aux phases précédentes, selon la nature de la documentation. Si nous relisons toute la copieuse littérature sur les fouilles d'Athènes, de l'agora d'Athènes, dans cette extraordinaire année 30, par exemple la riche relation de Thompson dans Hesperia du 37, et celle que nous venons de citer sur la Tholos du 40, nous ne pouvons
que constater que le concept qui opère dans la quasi-totalité des cas, est celui de la continuité fonctionnelle dans les mutations des architectures. De fait, form follows function. L'approche est respectable, rien à dire, mais on ne peut nier qu'au fond, il s'agit d'un choix essentiellement idéologique qui aujourd'hui nous apparaît dépassé. Il faut en effet noter que cette vision plate nous fait perdre de vue les aspects dynamiques de l'histoire des établissements, avec tout ce que l'on peut faire suivre des mutations, des diversités spatiales et fonctionnelles qui sont très évidentes, comme nous le verrons. Il est presque inévitable de devoir introduire le discours sur la Grande d'Athènes en partant de quelques lieux communs. La masse énorme des monuments et documents dont notre connaissance est restée préliminaire, malgré les dizaines de volumes publiés par les Américains, sont publiés les classes de matériaux, mais les fouilles sont toujours relations préliminaires. Et l'accumulation de nouvelles acquisitions qui vont ajouter aux précédentes dans un enchevêtrement parfois inextricable à cause du manque de points fermes. Et je ne me réfère pas seulement à l'Agora, j'insiste sur ça, mais aussi à ce qui se passe dans le reste de la ville. Je partirai de là, de la connaissance du reste de la ville, qui me semble un point de repère inévitable duquel partir pour mettre en contexte l'Agora du céramique. Ça, c'est mon propos, de mettre en contexte l'Agora. En somme, sans l'approche à l'étude des relations entre les différentes parties de la stew athénienne, on ne peut pas progresser beaucoup. Pour ne pas apparaître axiomatique, je fais un exemple. En citant seulement un point de vue que je considère fondamental pour le discours que je vais affronter par la suite. Si un choix opiniâtre et inamovible, comme celui de ceux qui considèrent l'Agora du céramique, la place d'Athènes depuis toujours, de Deucalion et Pyrrha, ce sont les collègues allemands surtout, si cette vision ne sera pas dépassée, comment pourra-t-on cueillir la dynamique topographique qui accompagne la Stadtwerdung et la transformation d'Athènes? À l'âge archaïque, les procédés de définition des espaces, spécialement les espaces publics, avec leur macroscopique lien avec l'histoire politique et sociale de la métropole attique, à la fin, ceux qui s'obstinent à nier l'évidence opèrent une sorte de téléologie inversée, tandis que ce qu'on demande est de relativiser le discours par rapport aux différentes phases historiques, surtout celles qui concernent les origines, toujours en utilisant les données archéologiques. Iuxta propria principia, selon l'archéologie, selon l'archéologie, et sans subordonner la description à l'interprétation. Et alors, ce que je vais soumettre à votre attention, c'est le tentative de lire l'archéologie de l'Agora selon les étapes qui sont proposées par la chronologie archéologique. On a vu le plan de l'Agora, la photo, ça c'est le plan, et passons rapidement à la suite. Alors, d'abord, qu'est-ce que nous dit l'archéologie de l'Agora du Kerameikos? Que jusqu'à la fin du 7e siècle, il y avait des tombes, il y avait un habitat, il y avait des puits, il n'y avait rien qui peut être à interpréter comme agora. Donc, jusqu'à la fin du 7e siècle, la place de céramique était occupée par un quartier d'habitation, peut-être périphérique, si on utilise le texte de Thucydide qui dit que le centre-ville à l'époque était au sud. Bon. Tout d'un coup, à la fin du 7e, il y a un changement. Le changement a été interprété. C'est important de suivre les différentes interprétations. Selon le directeur des fouilles de l'Agora, John Camp, qui a fait sur ça une thèse de doctorat, la cause est la sécheresse. Donc, il y a eu une sécheresse à Athènes. C'est la tendance typique des positivistes d'attribuer la fin d'une époque à quelque calamité naturelle.
À part ça, à partir du début du VIe siècle, le lieu est occupé. Et ça, on commence à voir qu'il y a des changements d'opinion. Selon les fouilleurs de l'Agora, c'est-à-dire Homer Thompson et surtout Thompson des années 30 et après la guerre, le grand fouilleur de l'Agora d'Athènes, et Robert Wycherley, qui était le philologue qui s'occupait d'épigraphie et des sources littéraires, l'Agora commence avec Solon. Donc c'est l'Agora de Solon, c'est l'interprétation qui a été utilisée, proposée par les Américains et qui est suivie encore aujourd'hui par des collègues. Par exemple, Maldes Guia Valdés, qui est prof à Madrid, a fait récemment publié un livre dans lequel défend la chronologie solonienne de l'Agora. C'est comme dire que pour l'Agora d'Athènes, nous utilisons Plutarque. Hein? Ça, c'est la boulée des 400. Et j'ai l'impression que quelquefois les archéologues fouillent pour trouver la confirmation des sources. Et quand les sources sont Pausanias et Plutarque, la chose commence à être un peu difficile. Bon. En tout cas, on prend en compte la chronologie solonienne de l'Agora. Le problème, c'est si l'Agora d'Athènes débute au début du VIe siècle, Athènes serait presque une ville unique parce qu'elle n'avait pas une agora avant l'époque de Solon. Ça, c'est un peu bizarre, non? Et alors, j'utilise maintenant la chronologie du VIe siècle comme terminus antequem pour l'agora, qui évidemment était ailleurs. Alors, là, on assiste à toute une sorte de... des interprétations différentes qui sont... depuis la découverte de la grotte d'Aglore, hein, la grotte d'Aglore, c'est un sanctuaire dédié à la nymphe Aglauros, qui a été découverte au début des années 80 par Yorgos Dontas, qui nous a permis de connaître avec certitude, hein, vous voyez là, la grotte est là, et qui est encadrée dans le... Allez, on la voit du bas. Et la certitude vient dans la découverte d'une stèle inscrite du milieu du IIIe siècle, dans laquelle on lit que la Boulée a honoré une femme qui s'appelle Timocrite pour les rites qu'elle a dirigés en honneur d'Aglauros, mais le final de l'inscription dit la stèle doit être déposée dans le sanctuaire d'Entoiero tes Aglauru. Et la stèle est in situ. Malgré quelques différentes opinions, tout le monde est d'accord pour identifier le sanctuaire d'Aglauros comme la grotte qui Dontas a découverte. Pourquoi la découverte de la stèle a changé notre opinion sur la topographie d'Athènes? Parce que maintenant, nous pouvons suivre la description autoptique de Pausanias, une description de monument, pas une interprétation qu'il n'a pas donnée. Pausanias, il vient d'ici, il passe il décrit le Kerameikos. Il ne dit jamais l'agora, il dit le Kerameikos. Tout d'un coup, il dit, dans l'agora d'Athènes, il y a l'hôtel de la Pitié. Et alors, on sait si Pausanias, pour la première et unique fois, a nommé l'agora du Kerameikos, ou s'il a raison, comme je pense Van der Poel, en disant qu'à l'époque de Pausanias, l'agora, c'était l'agora romaine, pas l'agora du Kerameikos. Donc, le Bomos du Eleu, de la Pitié, doit être dans l'agora romaine. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'après l'agora au grec, au Kerameikos, au romain, il décrit le Ptolémaion, le gymnase de Ptolémée, et après le Thessaion, et après l'Anakeion. Vous voyez,
Teseion, l'Anakeion, c'est une indication très... je ne sais pas exactement, parce qu'il y a la plaque, il y a le quartier moderne, et donc on ne sait pas exactement où c'était le sentier en question, mais la chose importante, c'est que Pausanias dit il perd des temps Dioscuron. Au-dessus des Dioscuri, au-dessus de l'Anakeion, il y a le sanctuaire d'Aglauro. Donc, au moment que Aglauro est dans la grotte qu'on a vue tout à l'heure, évidemment, le sanctuaire est en bas. Donc, mais après l'Anakeion, Pausanias dit qu'à côté de l'Anakeion, il y avait le Prytanée. Donc, l'Aglaurion et l'Anakeion n'ont pas une relation stricte avec une agora. Mais le Teseion et le Prytanée, oui, non, on le verra. Donc, on peut s'imaginer qu'à l'est de l'acropole, il y avait un espace qui était utilisé comme agora. Et on l'imagine parce que soit dans un récit de Poliène, soit dans le récit de l'Athénaïon Politéa, on sait que Pisistrate a convoqué le peuple métatonoplon en armes, pas loin du sanctuaire de Aglauron ou de l'Anakeion. Il y a une différence entre le Teseion, selon Aristote, l'Aglaurion selon Poliène, mais on a vu que les sanctuaires sont proches, et donc le tentative de Pisistrate, la troisième tentative d'aller au pouvoir, encore, non, et c'est passé dans un espace où il a convoqué le peuple en armes. Métatonoplon au pied, à l'est de l'acropole. Ça nous donne l'impression que s'il faut chercher une agora archaïque à Athènes, l'agora archaïque était à l'est de l'acropole. Mais il y a une complication pas difficile à résoudre, je pense. Parce que dans un passage d'Apollodore d'Athènes, que nous connaissons à travers Herpocration, le lemma Pandemos Aphrodite, nous dit qu'à Athènes, il y avait une Aphrodite Pandemos où il y avait une agora archaïque. Alors, je vous signale l'opération des interprètes modernes. À l'est, il y avait peut-être une agora archaïque, mais aucune source dit que c'était l'agora archaïque. Aphrodite Pandemos est reliée à une agora archaïque. Alors, les modernes, pour résoudre la situation, disent prendre le lemma archaïa agora et le transfère à l'est. Et il dit Apollodore s'est trompé et c'est fini. Donc, ça c'est pour ne pas dire la solution des Américains, que l'Aphrodite en question, ce n'est pas l'Aphrodite Pandemos, qui Apollodore s'est trompé, mais c'est l'Aphrodite Hegemone Tudemo, c'est-à-dire l'Aphrodite qui est sur le colonne Agoraios, à côté de l'Agora, qui fouille les Américains. Donc c'est une confusion énorme. Moi, je pense qu'il faut traiter le texte d'Apollodore dans une autre manière. Je n'ai pas le temps d'expliquer, j'ai une autre interprétation qui est plutôt de caractère politique et qui regarde les hétéries athéniennes du 5e siècle, parce que qui avait qui était lié au sanctuaire d'Aphrodite Pandemos, sanctuaire dans lequel il y avait peut-être la statue de l'Aphrodite Sosandra de Calamis. Voilà, le sanctuaire est là. Le sanctuaire d'Aphrodite Pandemos, en plus, a été trouvé toujours par Dontas il y a 50 ans. Il y a les dédicaces, et on a l'impression que l'Aphrodite de Calamis, c'est la Sosandra de Calamis, soit l'Aphrodite Pandos qui était dans ce sanctuaire. Si c'est comme ça, le dédicataire de l'Aphrodite Pandos est Callias. Callias Hipponicou était l'auteur de la paix, aussi dite paix de Callia. Donc un homme politique important, mais
je ne m'arrête pas sur ça, ça c'est trop long. En tout cas, on a la possibilité d'imaginer qu'il y avait une agora archaïque qui les sources n'appellent pas comme ça. Je retiens plutôt une expression très, très, très belle de Plutarque. Quand Simon va à Skyros à récupérer les os de Thésée, et où est-ce qu'il les amène? Pas dans l'agora du céramique, dans la Stoa Poikile, avec les tableaux de son père, pas dans la Stoa des Hermes qui célébrait les victoires que Simon même avait reportées à Ione, mais dans le sanctuaire de Thésée. Et on a vu le sanctuaire de Thésée est à l'est, et le sanctuaire de Thésée, c'est le sanctuaire de l'Eros Ctistes, lequel se trouve en mesete polei, para toniun gymnasion, c'est-à-dire le gymnase de Ptolémée, qui a été décrite par Pausanias. À côté, il y a le sanctuaire de Thésée. Thésée, c'est l'héros, le fondateur, l'Eros Ctistes d'Athènes, et Cimon est obligé à déposer les os de Cimon là, parce que le sanctuaire de Thésée existait déjà. Il ne pouvait pas le déplacer par hasard. Et donc, où est-ce qu'on trouve le sanctuaire de l'Eros Ctistes? En mesete polei. Alors, en mesete polei, c'est dans le milieu de la ville. C'est une expression symptomatique pour indiquer l'agora archaïque qui était là, même si personne ne l'appelle agora archaïque. L'agora archaïque d'Apollodore était à côté du sanctuaire d'Aphrodite Pandemos, et nous ne sommes pas autorisés à dire qu'un savant comme Apollodore, une sorte de Varron athénien, s'est trompé, parce qu'il ne va pas d'accord avec l'interprétation des modernes. Non? Et donc il faut être correct et prudent. Et donc, une fois qu'on a essayé de dire quelle est la situation à Athènes à l'époque archaïque avant, nous revenons au sujet principal de ma communication, de ma conférence, qui est l'agora du céramique. Ça, c'est l'agora du céramique avant les fouilles de 1932. Vous voyez, là, il y a les quartiers avec les 40 000 habitants qui étaient là, qui ont été chassés avec l'argent de la fondation Rockefeller au début des années 30. Et maintenant, l'agora est comme ça. Oui, donc, qu'est-ce qui se passe sur la côté ouest? La côté ouest de l'agora, c'est la principale pour comprendre toute une série de choses. En principe, après la fin de l'utilisation de l'espace comme nécropole, jusqu'au dernier quart du 7e, il y a un hiatus qui, selon Camp, c'est la sécheresse. Bon. Disons que du premier quart du 6e, nous voyons des choses. Alors, l'interprétation continuiste cherche d'interpréter les choses archaïques en partant des plus récentes. Par exemple, Homer Thompson avait publié ce monument et l'a interprété comme temple d'Apollo Patroo. Laissons à côté l'interprétation qui peut-être n'est pas correcte. Laissons à côté. C'est un temple de la fin du IVe siècle. Mais en fouillant à l'intérieur de la cella, a trouvé une sorte d'abside. Elle a dit, qu'est-ce que c'est? C'est le temple d'Apollon archaïque. Non, temple d'Apollon. Mais le temple archaïque, selon le fouilleur, a été détruit par les Perses, 480. Le temple qu'il a fouillé au-dessus est datable presque 2 siècles après. Ça, c'est un peu bizarre quand même. À côté, il a fouillé un enclos, cet enclos-là, avec des fosses. Il dit correctement qu'il s'agit d'un enclos ouvert.
Récemment, notre collègue Enzolipolis a préféré encore une interprétation religieuse traditionnelle. Elle l'a interprété comme telestérion et a imaginé que c'était un rectangle qui reste ouvert à l'est parce qu'on n'a pas de traces et qu'à l'intérieur avait une fosse là et une fosse là qui étaient les bases des colonnes en bois. Et que l'édifice rond à côté était une sorte de tholos ou un sacello archaïque. Toujours en imaginant une interprétation religieuse de l'espace. Je préfère une interprétation laïque. Je veux dire que l'enclos dont nous parlons, c'était l'atelier d'un bronzier. C'est l'atelier d'un bronzier parce que d'abord, si je vais bâtir un toit, j'utilise des colonnes en bois, mais pas en faisant un trou dans le terrain. Il faut la base en pierre, non? Et les Américains ont trouvé des trous. Voyons les trous. Sont des... Voilà. Le trou, c'est une fosse de fusion d'un bronzier, à côté de laquelle ils ont trouvé le moule d'une statue en bronze, 2/3 d'une figure entière, qui est un kouros archaïque du milieu du VIe siècle. Obviously, pour le professeur Thompson, c'est Apollon. Donc, c'est Apollon du IVe explique le temple 2 siècles avant, qui est resté sans temple pendant presque 180 ans, parce qu'après la chute des Perses, ils ont rebâti le temple à la fin du IVe. Et donc, bon, laissons à côté l'interprétation des modernes, soit de Thompson que de Lippolis. Je pense qu'on a la preuve que l'enclos en question est l'atelier d'un bronzier ouvert, en plein air. Et à côté, il y a une cabane. Une cabane n'est peut-être pas un tholos, pas un édifice. Il n'y a pas la possibilité, sur des fondations qui sont 80 cm de largeur, de mettre un édifice puissant. Donc, Et on a l'archéologie récente a montré les enclos de la Turezza, les enclos de Scala Oropu. On a jusqu'à Ischia, à Pitecussei, on a à Mazzola, on a cet établissement de bronzier. Et donc, à part l'interprétation, ce qui m'intéresse, c'est que j'utilise la chronologie de la fosse avec le moule pour la statue en bronze. Une moule qui a été utilisée, après détruite et laissée sur le site, qui est vers le milieu du VIe siècle. J'utilise la chronologie. Au milieu du VIe, fin, terme, telos, c'est fini l'utilisation de l'espace et il y a une chose nouvelle. On a l'édifice F. Ça, c'est, donc, l'atelier du bronzier était jusqu'au nord, vers droite, à la votre droite. Il a disparu et maintenant on a l'édifice F. L'édifice F, il a rempli, donc ça fait 70 ans, à partir de 1940, quand Thompson l'a publié, il y a toute une littérature énorme à propos de ça. Parce qu'il a été interprété comme Prytanée par Thompson, lequel est fidèle à sa manière d'interpréter. Pourquoi un Prytanée? Parce que à 470, sur le Prytanée, sur l'édifice F, les Athéniens ont bâti la Tholos. La Tholos ou Skias était le Prytanikos Oikos d'Athènes. Donc, où est-ce qu'ils ont bâti le Prytanikos Oikos? Sur le Prytanée de l'époque précédente. Alors, Thompson nous a donné les coordonnées chronologiques. Il a dit, le Prytanée, l'édifice F a été bâti au milieu du VIe, donc c'est le Prytanée bâti par Pisistrate, à l'époque de la tyrannie de Pisistrate. A été détruite par les Perses,
Mais après la chute des Perses, les Athéniens sont revenus, l'ont utilisé encore pour quelques années. En 470-460, ils ont bâti l'Atolos. L'Atolos dont je parlerai à la prochaine conférence, qui les Athéniens appelaient aussi Skias, c'est-à-dire comme l'Atolos de Sparte, bâti par Simon, qui était philo Lacedaemon. Chiusa parentesi. L'édifice F, à partir des années 60, quelqu'un a commencé à... Mais le premier a été Martin, dont j'ai été élève avec Dino. Et Martin suivait l'interprétation de Thompson. L'édifice F comme Britannicos Soikos. Mais il avait l'impression que c'était quelque chose de différent. Il disait, plans et concessions font de cet édifice le véritable palais de la jeune cité. Et il dit que Pisistrate, qui avait commandé le Britannicos Soikos, selon l'interprétation des Américains, gardait à l'Orient, gardait à la Ionie, au modèle oriental, qui était le monde avec lequel il ne cessa de rivaliser. Donc, il avait compris que c'était un palais, que c'était un bâtiment important, et à partir des années 60, quelqu'un a commencé à dire, mais ça, c'est la résidence des tyrans plutôt que le Britannicos Soikos. Et après toute une série d'interprétations, je cite seulement, Berner, il y a quelques années, a fait un résumé des interprétations. Britannicos Soikos, dépôt des primes pour les Panathénées, bureau pour les poids et les mesures, dépôt des céréales, dépôt de l'argent de l'Aurion. Chacun donne des interprétations comme il veut, mais pourquoi pas. Et moi, je préfère l'interprétation qui à partir du début des années 70, Carmine Ampolo avait marqué l'identité du plan de l'édifice F avec la Reggia du Forum de Rome, avait signalé que c'était un bâtiment spécial qui était la résidence de quelqu'un, le Rex à Rome, et évidemment Britannique ou peut-être la résidence des tyrans. Mais après ça, presque la quasi-totalité des modernes est de l'opinion que quelque chose à quoi faire avec Pisistrate doit avoir. Et là, le palais, la mégale oikia, comme on l'appelle dans un récent bouquin de Kinderlen. Et alors, le problème c'est, malheureusement, nous, on n'a pas derrière la porte la plaque avec Pisistrate et ses fils. On n'aura jamais les preuves que c'est la maison des tyrans. Alors, j'ai fait un autre tentative. J'essaie de contextualiser l'édifice avec le reste de la ville. Et alors, voilà, vous voyez la maison à Cologne, la House of Cologne, Court, la maison avec la cour à Cologne, voilà. Et là, la première des choses que je vous signale, c'est que ici, au pied de la colline du Kolonos Agoraios, où est le temple d'Héphaïstos, il y a des marches, une série de marches, 4 ranges de marches entaillées dans les rochers, puis une longueur de 35 mètres. Pourquoi je commence à vous faire voir la diapositive de l'Agora au 5e siècle? Parce que nous avons la possibilité d'avoir des éléments de chronologie. Des éléments relatifs de chronologie, bien entendu. C'est-à-dire que la stoa, les marches dans le rocher sont antérieures à la stoa de Zeus Eleutherios. La stoa de Zeus Eleutherios est celle-là,
qui est bâti devant les marches. La stoa est du 425, donc les marches sont antérieures. Il y a un autre terminus Antequem, à côté du Prytanée, il y a le temple de, c'est une autre diapositive, le temple de la Mater, qui est contemporain du Prytanée de Clystène. Donc, c'est-à-dire autour du début saxon, début du 5e siècle. Donc, les marches sont antérieures même à cette époque. Alors, on a des éléments chronologiques pour dire que les marches sont datables au 6e siècle, et voilà, quand il n'y avait pas les édifices devant. Non? Ce sont les... Il y a une diapositive qui est sautée. Voilà. Ce sont les marches du VIe siècle. Et qu'est-ce qu'il y a devant? Devant les marches, il y a un lieu qui s'appelle orchestre. Comme nous connaissons un monument, un lieu qui s'appelle orchestre dans l'Agora d'Athènes. Nous savons parce que dans l'Apologéticon de Socrate, de Platon, à un certain point, Socrate se défend en disant « Moi, j'ai corrompu les jeunes gens, mais tous les jeunes gens pouvaient aller à l'Agora, à l'orchestre, et acheter des bouquins des philosophes, qui sont des vrais corrupteurs de la jeunesse. Donc, on a la citation de l'orchestre comme marché des bouquins. Au début, 399, la date du processus c'était les sophistes qui corrompent la jeunesse, pas moi, que je n'écris jamais une ligne dans ma vie. Je devais dire, comme on sait, Socrate n'a bien écrit. Et donc, il y avait un lieu. Alors, sur la base de cette toponyme, on connaît dans le lexique, le site est dans le lexique de Timarchos est nommé Topos Epiphanes, orchestre Topos Epiphanes, qui est pas loin des hôtels des 12 dieux. Donc, l'hôtel des 12 dieux est là, c'est pas loin, et au centre et juste en face, le théâtron, comme nous devons appeler les marches qui sont entaillées dans le rocher. L'Hippolyte préfère un sanctuaire d'Aphrodite et Pandemos, de laquelle on n'a aucune trace, et imagine que c'était l'agora archaïque d'Apollodore, etc. Mais je préfère d'utiliser le théâtron, comme lieu avec une orchestre juste en face. Et pas seulement ça, à partir des années 60, la chronologie traditionnelle, c'est 566, quand, sous l'archontate d'Hippoclide, quand Hippoclide était archon, et Hippoclide, nous le connaissons bien par Hérodote, parce que c'était un des prétendants au mariage d'Agariste, à Sicyon. Quand Hippoclide était archon, Pisistrate a fondé ou refondé a organisé pour la première fois la fête des Panathénées. Et la fête des Panathénées signifie la grande rue qui va vers l'acropole, qui passe dans l'air. Donc, nous avons, pour la période qui va du milieu du VIe siècle, les marches, l'orchestre peut-être, et la route des Panathénées. Mais Aristote nous invite, il y a un article de Boersma qui dit mais il faut distinguer la phase de Pisistrate de celle de son fils. Il a raison, mais Aristote l'avait déjà dit. Donc il n'y a rien de nouveau. Aristote avait dit, attention, une chose c'est Pisistrate, une autre chose c'est les fils, non, les changements. Et
Alors, quand on passe à considérer l'activité de Hippia, on a des nouvelles preuves d'une utilisation de l'air. Parce qu'à l'époque qui correspond au dernier quart du VIe siècle, qu'est-ce que nous avons de nouveau? Des choses fondamentales. L'hôtel des 12 dieux et la fontaine de Sud-Est. L'hôtel des 12 dieux a été dédié par Pisistrate le Jeune. Pisistrate, fils d'Hippia, fils de Pisistrate. Donc, qui avait le même nom de son papouse, de son grand-père. Et on le sait par Thucydide. Et Thucydide dit que quand le jeune Pisistrate a été archon à Athènes, il a dédié 2 hôtels. Un hôtel aux 12 dieux dans l'Agora et un hôtel à Apollon Pythien dans le sanctuaire d'Apollon Pythien. Et il dit encore que la dédicace du sanctuaire d'Apollon, on peut la lire, même si les tagrammata, les lettres sont effacées. Et nous pouvons la lire parce que l'inscription en question est à Athènes au musée épigraphique. Pisistrate, fils d'Hippia, dédié à Apollo. Mais la dédicace de l'Agora, vous ne pouvez pas la lire, dit Thucydide, parce que est disparu. Est disparu à cause des travaux que le Démos, c'est-à-dire la ville d'Athènes après la chute des tyrans, a commandé. Et ont changé l'hôtel, la dédicace est disparue, mais je sais que l'hôtel a été dédié par Pisistrate quand il était archon, c'est-à-dire, nous savons, le 522 avant Jésus-Christ. Donc, son grand-père était mort, son père était le tyran d'Athènes, et Hippia le jeune a dédié un hôtel aux 12 dieux. Nous connaissons l'hôtel, parce qu'il a été fouillé. Et voilà, l'hôtel, la reconstruction de l'hôtel entier. Alors, je vous montre une chose très belle. Il y a 2 ans, la mairie d'Athènes a fait des travaux pour la ligne qui va au Pirée. Et pendant les travaux, on trouvait l'autre moitié de l'hôtel. La moitié était à gauche, était dans le parc archéologique de l'Agora, et la moitié à droite a été fouillée récemment. Et donc, mais il y a encore un morceau qui manque, mais qui a été cassé par le chemin de fer. Une parenthèse, il y a un mouvement à Athènes de jeunes qui veulent réintroduire la religion des dodécatéons, des 12 dieux, et qui ont demandé au gouvernement de faire une déviation du chemin de fer pour avoir l'autel et refonder contre les disgrâces de la Grèce, revenir aux dieux de l'Antiquité. Et ils se retrouvent le dimanche sur la Pnyx, je l'ai vu une fois, et font des prières, ô Athéna, ô Artémis, ô Apollon. Et donc, c'est l'autel des 12 dieux. Nous le connaissons parce que à côté de l'autel, il y a une base avec une inscription de Léagros qui a dédié aux 12 dieux. Donc, c'est la base de Léagros qui nous a permis d'identifier l'autel des 12 dieux. Et après, au sud-est, il y a la aussi dite fontaine de sud-est. C'est un monument extraordinaire. Non, on ne peut pas le voir. On voit maintenant seulement la surface, mais dans les photos de fouilles, c'est un ouvrage hydraulique formidable. Et Pausanias a dit que c'est une œuvre de Pisistrate. Hein? Mais nous pouvons la dater grâce aux fouilleurs américains aux années 20. Donc, c'est plutôt des Pisistratides, pas le Pisistrate de le père. En tout cas, c'est un marqueur du lieu. Non? On a la lutte des Panathénées, l'hôtel des 12 dieux, la fontaine du sud-est, tout le contexte parle des Pisistrates. Je ne sais pas si la maison F était la maison de Pisistrate, mais je pense qu'il y avait une très haute possibilité de l'identifier comme telle. Et alors, qu'est-ce
quelles sont les conclusions à ce propos? C'est que nous avons la maison des tyrans et en face la route qui mène à l'Acropole. C'est la procession des Panathénées qui a été fondée par Pisistrate et qui oblige le cortège à passer là, dans la vallée, devant la maison du tyran, avec tout le reste des choses que j'ai nommées, et la continuité de l'action politique du fils qui a commandé à son fils, à Pisistrate le Jeune, de dédier l'hôtel des 12 Diés, qui se trouve à la limite nord de cet espace. Il y a seulement une petite complication en ce qui concerne la fontaine du sud-est, que Pausanias dit, ça c'est les néacrunos. Ça c'est vraiment un coup, hein, parce que Thucydide dit que les néacrunos étaient dans la vallée de l'Ilis. C'est beaucoup plus loin. Et alors on discute dans des siècles de discussion. Je trouve que Dorolevi avait trouvé la solution, que je partage encore. Il y a 50 ans, dans un article dans l'annuaire de l'école italienne, il avait montré philologiquement, avec source à la main, que Eniacrunos ne signifie pas fontaine aux 9 bouches, signifie aqueduc aux 9 fontaines. Et donc, tout le système les tyrans ont fait le grand cadeau de l'aqueduc à Athènes, qui avait toute une série de fontaines dénommées les 9 fontaines, pas une fontaine. Donc, ça permet d'imaginer qu'il y avait une Eniacrunos dans la vallée de l'Ilis, où les jeunes gens allaient pour les rites du mariage, pour le gamos, à prendre l'eau pour le gamos, et l'eau de la source Caliroe. Caliroe, c'est le nom de la source, qui a changé de nom, dit Thucydide, est devenu Eniacrunos de quand les tyrans ont fait l'aqueduc. Mais Pausanias dit que ça, c'est la fontaine. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est la chronologie, le monument, et la chronologie qui nous permettent de le dater à l'époque encore des Pisistrates. Donc, tout un espace qui va être contrôlé par les... Je voudrais, pour introduire la conclusion du discours, montrer la lecture des phases chronologiques. Non? On a la phase, disons, première moitié du VIe siècle. On a l'enclos du bronzier avec la cabane qui est là, et le reste de maisons qui sont là. Il y a une très belle maison fouillée par les Américains au-dessus de la fontaine de sud-est, mais qui sont maisons. L'interprétation des Américains, c'est que sont les plus anciens bureaux de l'agora de l'époque de Solon. Bon. Qu'est-ce que la différence entre une maison archaïque et les bureaux d'état archaïa? À côté, il y a le bronzier, il y a des maisons, sont maisons, pour moi, sont des simples maisons. Non? Quand est-ce qu'il change le change, c'est au milieu du VIe. Voilà. Au milieu du VIe, on a le grand palais avec les annexes et les marches devant et la route des Panathénées. Quelques peu après, l'hôtel des 12 Dieux et la fontaine du sud-est. Tout parle le langage de la famille des tyrans. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit Thucydide? Il dit que la dédicace de l'hôtel des 12 Dieux a disparu parce que la police a commandé, la disparition. Il utilise un verbe très, très clair,
qui a fait disparaître Ephanis, c'est-à-dire qu'il y a eu une décision de Démos de faire disparaître. Donc c'est un clair cas de damnatio memoriae. On se demande, mais pourquoi le temple d'Apollo Pizio, je n'ai pas une réponse. Je sais seulement que le temple d'Apollo Pizio était identifié avec le sanctuaire des tyrans. Le sanctuaire des tyrans par excellence. Et donc, je ne sais pas pourquoi Thucydide pouvait lire la dédicace à Apollon et pas la dédicace de l'Agora. En outre, nous avons que l'hôtel des 12 dieux a été utilisé à partir du 5e siècle comme centre d'Athènes. Le maison physique d'Athènes, c'est une sorte de miliarius aureus, parce qu'il disait la distance d'Athènes à Olympie, c'est à partir de l'hôtel des 12 dieux. Et on a des inscriptions qui disent la distance d'Athènes à partir de l'hôtel des 12 dieux au Pirée, c'est... Donc, ce ne sont pas des centaines d'inscriptions, on n'est pas à Rome, mais l'utilisation de l'hôtel a été récupéré et adapté à la situation du 5e siècle. Et en plus, Thucydide il dit qu'ils ont fait des travaux pour l'allonger. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Allonger l'hôtel, c'est pas... Je trouve que s'il y a quelque chose qui a été allongé, c'est l'agora. Parce que toute la partie au nord, non, est toute faite à partir du 5e siècle. L'agora, c'est l'espace de l'époque des tyrans, finissait à l'hôtel. Après, il y avait le fleuve, l'Eridanos, et toute la partie nord a été bâtie avec la stoa des Hermes, la stoa Poikile, la stoa du roi. Qui est à gauche, c'est la Royal Stoa, la Basileios, c'est la stoa du Basileus. Tout ça vient à conclure l'agora. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà, il ne faut pas oublier parce que nous avons parlé de l'orchestre. Et je reviens sur ça. La question que je pose pour terminer, c'est ça, c'est l'agora d'Athènes, de l'époque des tyrans. J'ai trouvé d'une intelligence sublime Gustave Gloss, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'en 1925, c'est-à-dire 7 ans avant le début des fouilles de l'agora, avait dit à Athènes, il y avait 2 agorae. L'agora des Limnae, c'est-à-dire l'agora archaïque qui est à l'est, et l'agora du céramique. L'agora du céramique, c'est l'agora des artisans, des commerçants. C'est l'agora de la base politique du pouvoir de Pisistrate. Donc il avait imaginé quelque chose de pareil. Et je trouve une interprétation tout à fait correcte. Je me demande si on peut répondre d'une manière légèrement différente. C'est-à-dire que l'agora d'Athènes était à l'est, ça c'est sûr, parce que Pisistrate, encore, au 3e tentative de prendre le pouvoir, va là fait l'assemblée Métatonopolon avec les armes. Donc l'espace qui est là est l'espace devant sa maison, devant laquelle nous avons toute une série de choses. Nous avons l'orchestre, les danses, les chants, la procession des Panathénées, l'antipassia, une autre, c'est des courses de chevaux qu'on fait dans l'agora à l'époque classique, mais qui vient du passé. Toute une série de choses pour lesquelles j'ai osé comparer l'ager des Pisistrates avec l'ager Tarax ou ager Tarquiniorum à Rome. Ça serait un très long discours, mais je trouve que même là, vous avez à Rome la Reggia dans le forum, c'est le bureau du roi. Le roi habitait à l'Esquilino, mais il avait la maison dans la campagne, la villa publica, avec le blé tout à côté du Tibre. Et là, qu'est-ce qu'on faisait là?
l'October Ecus, le Trigarium, les courses, les danses, les fêtes qu'on faisait encore à l'époque romaine. Alors je trouve ça, c'est vraiment l'espace des tyrans. Comme disait Platon, les tyrans, c'est des tyrans d'unifier le public et le privé. Non? Et donc, c'est pas... Parce que là, Thucydide le dit très clairement, les Pisistades ont respecté la Constitution, la Patios Politea, la Constitution. Ils seulement se sont préoccupés d'avoir toujours quelqu'un de la famille dans les magistratures. Ça, c'est la seule préoccupation. Non? Et parmi lesquels le fils d'Hippia, qui a été archon, etc. C'est là que... Et donc, il y a toute une caractérisation, et j'ai pensé plutôt à une interprétation de ce type, non à une autre agora. C'est l'agora après la tyrannie qui devient l'agora d'Athènes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après la chute des tyrans? Si c'est vrai que l'édifice F a été respecté, non, a continué à être utilisé jusqu'à l'arrivée des Perses et après la chute des Perses, substitué par la Tolos, à partir des années de la fin du 6e jusqu'au 480, on imagine que lentement, le démos a doublé les fonctions. Parce que la soi basileios, c'est le double du bucolion. Le Britannicos soikos, substitué par la Tolos. Et alors si, c'est le Britannicon qui était là. Donc, mais à l'est, il y avait Estia. Estia était inamovible, avec les axones de Solon, les lois de Solon, le fait sacré de la ville, qui était à l'est, et l'agora des temples des boutades, non? Les grandes familles athéniennes, Léète et boutades, étaient à l'est de l'acropole. Donc, on a transféré. Mais il y a deux choses à signaler. L'hôtel des Thucydides, on l'a déjà dit, mais dans l'orchestre, ils sont placés les statues d'Harmodio et Aristogiton. C'est-à-dire les tyrannicides. Et à côté de l'hôtel des Thucydides, il y avait là, donc, les statues d'Harmodio et Aristogiton. Aristogiton qui était... il y avait, comme vous savez, deux groupes de statues quand Pausanias s'est passé, parce qu'il y avait le groupe de Anténor et le groupe de Chrysos et Nésiotes, parce que le groupe d'Anténor avait été volé par les Perses, restitué par Alexandre peut-être, ou on ne sait pas, parce qu'il y a toute une différente tradition. Et au moment, après la bataille de Salamine, les Athéniens sont revenus, ont commandé à Chrysos et Nésiotes de faire un autre groupe. Et quand Pausanias voit l'agora, il y a deux groupes tyrannicides. Ils sont dans l'orchestre. À côté de tyrannicides, il y avait les statues de Bruto et Cassio, parce que les Athéniens étaient toujours avec Mithridate, avec Antonio, toujours avec les gens qui perdaient. C'est vraiment, c'était formidable. Et le problème, c'est que, en jugé par les sources littéraires et archéologiques examinées, nous avons l'impression que le démos a déployé un soin particulier dans la définition de l'espace au sud du fleuve Eridanos et à l'est du Kolonos Agoraios, de la colline, après l'avoir exproprié et soigneusement privé de toutes ses connotations tyranniques précédentes, en gardant en vie, dans le nouveau contexte politique, seulement quelqu'une d'entre elles, l'hôtel de Thucydide, le théâtron avec l'orchestre, les Panathénées avec leur voix processionnelle. Tout cela me paraît possible uniquement si nous imaginons la volonté de donner à cet espace
une centralité à travers les pratiques religieuses, les fêtes, l'exhibition des danses et les courses de chevaux, qui souda la résistance des leaders de la cité avec les maires de la police, sur laquelle posait son sceau, Pisistade le Jeune, en érigeant l'hôtel au centre de la ville et de toute l'Attique. Toutefois, à bien le voir, je ne crois pas que ce choix allait au-delà au point de remplacer l'ancien agora au pied de l'acropole, ou encore lors de la troisième tyrannie, Pisistrate convoquait le démos en armes. Le procès de remplacement est ce qui fera la démocratie athénienne. Le démos, avec son oroi, voilà. Ça, sont les statuts de tyrannicide, bien entendu. La base, hein, à Armodio, on a un morceau de l'inscription du groupe du 5e siècle. Voilà. Et voilà l'emplacement des tyrannicides à côté de l'hôtel, en face du théâtre et au bord de l'orchestre. Orchestre dans lequel il y avait aussi la statue de Pindare, la statue de Démosthène. Tous les grands hommes étaient placés dans l'orchestre. Mais les premiers ont été les tyrannicides aux années 70 du 5e siècle. Avec la reduplication des monuments politiques, le Britannicos Zoikos Tolos, le Bucolion devant la Stoa Basileos, avec le déplacement du barycentre de la vie de l'Assemblée de la police sur la Pnyx, avec l'effacement de la dédicace de l'hôtel d'Ousedier et avec l'érection des statues de Harmodius et Aristogiton. De telle manière, la police démocratique concrétisa pleinement son projet, effacer les tracés des tyrans en réadaptant les espaces du pouvoir, mais gardant la mémoire comme avertissement et donner à Athènes une nouvelle grande agora. Je vous remercie.